faut s'inquiéter ? Il y a des éléments d'inquiétude qui sont les suivants. C'est que d'abord, au plan pratique, on ne sait pas si le variant est résistant au vaccin, on ne sait pas s'il est plus agressif, on ne sait pas s'il est plus transmissible. Toutefois, il y a des arguments pour penser qu'il est un peu tout ça. En particulier, c'est le variant qui a le plus été modifié par rapport à la forme naturelle depuis l'apparition de l'épidémie. Il y a une trentaine de modifications de sa structure. 30 modifications, c'est considérable. Il y a un papier qui avait été publié dans le journal américain Nature, en septembre, qui travaillait sur un variant synthétique avec 20 modifications. Là, je vous rappelle qu'on en a 30. Et sur les 20 modifications, on s'apercevait que le variant était en fait devenu résistant au vaccin. Donc notre inquiétude, c'est la résistance au vaccin. Si l'inquiétude est à la résistance au vaccin, j'allais dire que c'est la pire des inquiétudes, parce que c'est notre arme, c'est notre bouclier. Alors, et notre seul pour le moment en attendant les médicaments. Oui, vous avez raison, ça serait un sujet majeur. Ça sera probablement pas, si c'est le cas, en tout cas on l'espère, une résistance totale au vaccin. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps qui nous est donné par les circonstances pour accélérer la vaccination de 3e dose. Le gouvernement a bien fait de passer à la 3e dose pour tous. Moi, ça fait maintenant plusieurs semaines que je demandais. Oui, je pense que là aussi, on a perdu du temps, mais il faut le rattraper le temps. Il faut à toute vitesse vacciner. Ça signifie qu'il faut mettre en place une logistique. Et la logistique, eh bien, aujourd'hui, elle fait défaut. Elle fait défaut ? Je vais vous donner un exemple vécu. Je suis maire d'une commune de 30 000 habitants près de Paris. J'avais un centre de vaccination qui a été fermé au mois d'août parce qu'il n'y avait pas de clients. Voilà, on y arrivait sur mon centre. Aujourd'hui, je demande depuis le 1er septembre à le rouvrir et eh bien, il n'est pas rouvert par l'État qui considère que ce n'est pas encore nécessaire. Alors peut-être que les choses vont changer dans les jours qui viennent. Il faut vraiment, si vous voulez, désormais ne plus se permettre de perdre du temps comme on en a beaucoup perdu, et puis il faut apprendre de nos erreurs. Alors comment anticiper, Philippe Juvin ? Parce que là, on voit par exemple le Japon ferme dès ce matin ses frontières, idem pour Israël. Comment anticiper ? Là, est-ce qu'il y a une mesure à prendre pour se prémunir et ne pas se retrouver dans la même situation qu'il y a quelques mois ? Il n'y en a pas qu'une, il y en a une série. Premièrement, il faut gagner du temps. La fermeture des frontières, c'est pas parfait, ça ne marche pas à tous les coups, c'est même très poreux, mais ça permettrait, et ça c'est le Centre de contrôle des maladies européennes qui l'a écrit hier, ça permettrait de gagner probablement 2 semaines. Donc moi vous êtes favorable à la fermeture des frontières ou au moins un contrôle extrêmement dur comme le font les Britanniques, où vous devez, quand vous arrivez sur le territoire du Royaume-Uni, avoir un test négatif et puis s'isoler pendant 2 jours et refaire un test 2 jours plus tard. Ça, on pourrait le faire. À mon avis, il faut le faire, à condition, bien entendu, qu'on essaye de tirer les bénéfices de ces 2 semaines qu'on gagnerait sur le temps. Et qu'est-ce qu'on fait de ces 2 semaines ? Eh bien, on vaccine à toute vitesse. Donc, c'est la logistique dont je parlais il y a 1 minute. Enfin, on développe des capacités de séquençage, c'est-à-dire d'identification de vrais variants qui circulent. Vous savez que ça fait maintenant 1 an et demi, moi, que je demande qu'on séquence massivement, et on séquence très peu en France. Mais très peu, là, pour les cas suspects, bon, ils sont quand même, c'est une dizaine en train de le faire. Non, mais oui, on le fait secondairement, mais je vais vous donner les chiffres, vous pouvez les vérifier sur une base de données qui s'appelle GISAID, G-I-S-A-I-D, qui donne tous les séquençages pays par pays. En France, nous séquençons 0,9%. 0,9%, alors qu'au Danemark, je crois qu'ils doivent être à 20 et au Royaume-Uni 10%. Pourquoi ? Parce qu'on imagine quand même que le gouvernement veut tout faire pour évidemment nous prémunir le pays, ne pas que l'économie retombe dans un cycle infernal. Donc pourquoi ne pas opter pour cela ? Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que le gouvernement veuille bien faire. Le problème, c'est que je juge sur les faits et les résultats, et je vous dis qu'il n'y arrive pas, puisque 1 an et demi plus tard, on ne séquence que 0,9% des prélèvements, là où les Britanniques en séquencent dans les 4 dernières semaines 10%. Et puis le tester, tracer, isoler, il faut le mettre en œuvre, on dit sans arrêt qu'on va le faire. Dans les écoles, il faut aussi avoir une autre attitude. Depuis le début du mois de février, j'explique qu'en Royaume-Uni, on a donné 2 autotests à tous les enfants des collèges et lycées qu'ils font chez eux, tranquillement, eux-mêmes. Si c'est positif, ils vont pas à l'école. Si c'est négatif, ils vont à l'école. Pourquoi on ne le fait pas en France ? Vous voyez, il y a toute une sorte de mesures à prendre, et je trouve qu'on est toujours lent, on est toujours dans la réaction, on attend que l'incendie pour les écoles, soit présent. Mais non, c'est pas le cas pour les écoles. Non, on n'a pas. Est-ce que les collégiens et les lycéens en France ont 2 tests chez eux à faire chaque semaine ? Non, pas du tout. C'est pas vrai. Apparemment, c'est le cas. À partir d'aujourd'hui. Chez eux, on va donner à chacun des collégiens et lycéens. C'est le nouveau protocole qui est installé. Aux 10 millions de collégiens et lycéens, on va distribuer 20 millions de tests aujourd'hui. Écoutez, on a un reportage sur Europe 1 tout à l'heure pour une distribution de cartons, en tout cas dans les collèges pour les élèves de 6e. Je vais vous dire, ça fait des mois qu'on nous dit qu'on va le faire.
En tant que maire, j'ai vu les choses dans les écoles. Ça fait des mois qu'on nous dit qu'on va le faire et on ne le fait pas. Et puis, il y a des mesures aussi innovantes à prendre. J'ai lu une proposition de la Commission européenne très intéressante qui dit, mais regardez, quand un avion atterrit, eh bien, on étudie dans les toilettes de l'avion, on recherche s'il y a du coronavirus. S'il y en a, on teste tout l'avion. S'il y en a pas, on vous écoute ce matin, vous dites, nous ne savons pas, et c'est la vraie question, s'il est résistant au vaccin. Mais est-ce que ce variant représente une réelle menace ou est-ce qu'il entraîne une maladie bénigne avec de légers symptômes, comme il semble, et je suis très prudente, ressortir de certains témoignages des premiers contaminés? Vous avez raison, on ne sait pas. On ne sait pas s'il est résistant au vaccin. Il y a des arguments pour penser que oui, comme je vous l'ai dit. On ne sait pas quelle est sa gravité et on ne sait pas non plus s'il est très transmissible ou pas. Ce qu'on observe, c'est qu'en Afrique du Sud, c'est désormais 60% des variants qui circulent, ce qui est beaucoup. Mais il y a une différence entre l'Afrique du Sud et chez nous, c'est qu'en Afrique du Sud, il n'y a que 20% de vaccinés, alors que chez nous, nous sommes à presque 70%. Donc on voit qu'on est dans l'incertitude. Et pourquoi y a-t-il une telle inquiétude générale à cause de la résistance potentielle au vaccin? Mais vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, on en est sur des suppositions théoriques. Mais vous savez, le principe de précaution, on en a tellement vu depuis 1 an et demi que pour une fois qu'on semble prendre des mesures un peu en avance, moi je suis assez satisfait de cela.